Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective sportive de la semaine. Au menu aujourd'hui, de la voile, de l'athlétisme, du handball et encore du VTT. Et en sport, on débute la semaine avec un reportage en images. C'est du côté de Rolle que la caméra d'NRTV s'est jetée à l'eau, puisque ce week-end se déroulait le 5e rassemblement des bateaux de jauge classique. L'occasion pour les amateurs d'apprécier quelques voiliers emblématiques du Léman. Les rives rolloises ont accueilli ce week-end une partie du patrimoine lémanique à l'occasion du 5e rassemblement des bateaux de jauge classique. Jean-Philippe Mayra, vous avez commenté la parade qui a vu défiler de nombreux bateaux aujourd'hui. Quel genre de bateau est-ce que le public a pu voir ? Alors le public a pu admirer, j'espère en tout cas, une flotte de bateaux de régate anciens. C'est-à-dire que depuis la fin du 19e siècle, de nombreuses séries de bateaux, de nombreuses classes de bateaux ont été introduites sur le Léman ou inventées même sur le Léman. Et certaines de ces séries naviguent toujours en série, elles sont toujours d'actualité, d'autres ont été un peu abandonnées, mais de nombreux navigateurs conservent ces bateaux anciens dans leur état, ou en les restaurant, ou en les modernisant, enfin il y a plusieurs écoles. Et donc le but de cette régate, c'est de réunir des bateaux de course anciens pour expliquer ces séries, ces jauges qui sont un peu compliquées à comprendre comme ça, sans explication. Justement, c'est le 5e rassemblement des bateaux de jauge classique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une jauge pour les nuls ? Alors, la jauge pour les nuls, c'est un petit peu compliqué en apparence, et même quand on le connaît. Une jauge, c'est une formule, c'est une fraction, la plupart du temps, dans laquelle on fait intervenir différents paramètres du bateau, différentes dimensions, la longueur, la largeur, la surface de voile, le déplacement, donc le poids, etc., ou même l'âge du capitaine. Et le quotient, donc le résultat de cette fraction, doit donner un chiffre. Et c'est ce chiffre qui dit dans quelle série les bateaux naviguent, en fait. Pour simplifier, je dirais que dans ces formules, on met toujours ce qui fait avancer les bateaux, c'est-à-dire le moteur, la surface de voile et la longueur de flottaison qui est un facteur de vitesse. Puis on met également ce qui freine les bateaux, c'est-à-dire la largeur, le poids. Donc les architectes vont jouer entre ces paramètres pour dessiner le bateau qui va le plus vite possible dans la limite de cette formule. Il y a aussi des critères qu'il faut remplir pour participer à cette parade, notamment il faut que le bateau soit en bois, relativement ancien également. Quels sont justement ces critères ? Vous les avez décrits, c'est donc des jauges qui ont navigué sur le lac depuis 1892, puisque c'est la plus ancienne jauge encore représentée, et des bateaux de construction classique en bois. Les bateaux donc rien à voir avec celui que l'on voit derrière nous actuellement. Non. Tous des voiliers. Finalement, vous avez un coup de cœur parmi tous ces bateaux qu'on a pu voir, que vous avez pu voir ? Mon bateau. Mon bateau naviguait dans la parade. Non, il y a vraiment des bateaux très anciens et qui ont été restaurés de manière plus ou moins réussi, ou en tout cas selon mes critères. Je dirais un des bateaux les plus intéressants de cette parade, c'est le 8 mètres Typhoon qui a été construit en 1911 et qui a gagné les Jeux Olympiques à Stockholm en 1912. Et c'est exceptionnel que ce bateau soit... Il a été restauré par le chantier naval de Corsier-Port d'une manière quasi parfaite. Des bateaux impressionnants, des navigateurs aussi impressionnants, certains noms. J'ai entendu qu'il y avait par exemple l'inventeur du parapente, c'est possible ? Je ne sais pas si c'est l'inventeur du parapente, mais effectivement, Édouard Kessy, qui est un regatier acharné de la région morgienne, navigue avec son ami Philippe Dur, autre champion hors classe, je dirais, du Léman, mais de la voile universelle, puisqu'il a gagné de nombreux championnats du monde un peu partout, dans différentes séries. Et ces gens viennent avec, entre autres, un 6 mètres J magnifique, et régate avec beaucoup d'acharnement, mais surtout pour profiter du plaisir d'avoir un beau bateau et de naviguer avec. Une édition en tout cas très réussie. Rendez-vous donc dans 2 ans pour la prochaine. J'espère bien, avec plaisir. En sport, aujourd'hui, on ouvre une page d'athlétisme international en compagnie de Félix Svensson. Salut, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous puisque tu viens de rentrer de Suède. Tu es rentré hier où tu viens de disputer ta première compétition de Diamonds League. Félicitations tout d'abord. Merci bien. Tu as 23 ans, tu es athlète de 200 mètres, tu cours pour la Suède, mais tu t'entraînes à Lausanne et tu vis à Versoix. J'ai oublié quelque chose ? Non, c'est tout.
Et donc, plus récemment, médaillé d'argent, si on peut dire, sur 200 mètres. Tu es arrivé deuxième. C'était ta première compétition de Diamonds League. Tout va très vite actuellement. Ouais, ben, disons que c'était ma première course de très haut niveau, comme ça. Et puis, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. J'ai même dépassé les attentes que j'avais. Donc, non, je suis super satisfait de la compétition. C'est d'autant plus beau puisque ce n'était pas prévu que tu sois vraiment de la partie. Raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est fait. Oui, c'est ça. Alors, j'ai gagné les championnats de Suède le dimanche 16 dans l'après-midi sur 200 mètres. Donc, j'étais super content. Et puis après, dans l'heure qui suit, je reçois un message qui me dit que je suis invité si je veux. Et puis, forcément, je veux. Donc, j'ai accepté tout de suite. Et puis, j'ai décidé de ne pas revenir du coup le lundi et puis rester une semaine de plus pour préparer la compétition. Donc il y a 10 jours, tu gagnais les championnats de Suède. Tu t'es invité donc le week-end d'après pour la Diamonds League. Diamonds League qui se déroulait à Stockholm où tu réalises un temps de 20 secondes 75. C'est un de tes meilleurs temps? Oui, alors c'était avec un peu trop de vent malheureusement, mais ça fait partie de mes meilleurs chronos et puis de mes meilleures courses. Ouais. On ne va pas pouvoir voir les images de la course, mais tu réalises un départ assez lent. On pense que tu vas terminer 6-7e, mais toi, tu me disais, en fait, c'est un peu ta manière de courir. Ouais, c'est ça. Disons que ça n'a jamais été mon point fort, l'accélération. Mais je savais que si je m'étais préparé à ce que les autres sortent peut-être devant moi à la fin du virage, et puis, mais je m'étais préparé à aussi garder la tête froide sur les 100 derniers mètres, en restant relâché. Et puis en essayant de les rattraper petit à petit, et puis c'est ce que j'ai fait, donc ça a été. Est-ce que les meilleurs de l'athlétisme mondial étaient là? Puisque c'est une période un peu compliquée, 2020 pour l'athlétisme, c'est une année à mettre un peu entre parenthèses, tu me le disais. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y avait tous les meilleurs coureurs de 200 mètres à cette course? Il y en avait quand même quelques-uns. Ortolano, malheureusement, qui s'est blessé pendant la course, qui est champion d'Europe sur 200 mètres en 2016. Adam Gemili qui était là, qui a gagné devant moi, qui a fait 4e au jeu en 2016 et 4e au championnat du monde l'année passée sur 200 mètres, qui était dans un moins bon jour peut-être, mais et puis voilà, moi j'ai essayé de saisir cette opportunité à fond et puis donc oui, il y avait quelques gros noms. Il y avait même un Suisse très très proche de toi que tu as dépassé sur le fil. Hein. Oui, c'est ça. Sylvain Vicky, un bon ami à moi. Et puis on en a bien rigolé après le soir, après la compétition, vu que c'était qu'il y avait 1 millième qui nous séparait, parce qu'en fait on a fait le même chrono, 20,75. Mais voilà, il a fallu que ce soit l'un ou l'autre, donc je suis content que ce soit moi. Malgré ta nationalité suédoise, donc tu le connais bien puisque tu vis ici hein, et tu vas même certainement devenir suisse. Ça, c'est une information importante. C'était quelque chose que tu voulais absolument changer, peut-être revenir à la Suisse? Ouais, c'est ça. Alors, je suis devenu suisse. J'ai pris la nationalité suisse en 2017. Et puis, petit à petit, l'envie de vouloir courir pour la Suisse, elle a grandi. Et puis, début de cette année, j'ai fait la demande. Donc, la demande est encore en cours à la fédération suisse, ensuite à la fédération suédoise. Et puis maintenant, c'est à la fédération internationale, World Athletics, de décider quand est-ce que je serai sélectionnable pour les Suisses. Pour courir pour la Suisse, c'est ça. Tu es encore jeune, hein, tu as 23 ans. Les Jeux Olympiques se profilent l'année prochaine. C'est l'un de tes objectifs. Est-ce qu'on pourra voir un Felix Svensson suisse aux Jeux Olympiques l'année prochaine? Je l'espère, mais voilà, c'est pas entre mes mains, donc c'est pas moi qui décide. Mais évidemment, j'y pense, j'y songe. Ils ont malheureusement pas déplacé, mais annulé les championnats d'Europe qui devaient avoir lieu cette année avec les Jeux. Donc quelqu'un comme moi qui vise les Jeux et qui espère y aller, si ce n'était pas le cas, j'aurais pu avoir les championnats d'Europe de toute façon. Mais voilà, aujourd'hui, l'année prochaine, il n'y aura que les Jeux, donc ça sera le grand objectif principal de la saison. Ouais. Et cette année, c'est l'année qui te fait un peu te révéler au grand public, l'année où tu exploses. Comment tu expliques ça? Un très bon entraînement peut-être pendant cette période de confinement notamment? Oui, c'est ça. C'est vrai que ça a été une année spéciale. Et je pense que je l'ai plutôt bien géré. L'aliénation de plein de compétitions par-ci par-là. Je pense que ça a été
Je pense que ça a été bien géré par moi, mon équipe, mon coach. On a continué à bien s'entraîner, à trouver des solutions sur le moment. Donc non, je suis vraiment satisfait. Et puis pour l'instant, jusqu'à maintenant, d'un point de vue sportif, je ne peux pas me plaindre de la saison 2020. Sportivement, tout se passe bien, mais qu'est-ce qu'il manque encore peut-être pour vraiment arriver pro, puisque les courses cette année, ce sont peut-être pas celles qui financièrement vont te faire vivre. Oui, c'est ça. Alors, en ce moment, sportivement, je suis en bonne santé, tout se passe bien, mais c'est vrai que je suis activement à la recherche de soutien pour pouvoir peut-être passer ce cap-là, d'un point de vue non seulement financier, mais aussi de soutien dans l'aventure qui va encore durer quelques années, j'espère. Exactement. Et elle va continuer assez vite puisqu'il y a d'autres Diamonds League. Est-ce qu'avec un résultat comme ta deuxième place pour ta première sélection en Diamonds League, est-ce que tu penses que tu auras droit à d'autres invitations pour des compétitions de ce qui se fait de mieux en Europe au final? Alors peut-être, c'est ce que j'espère en tout cas. J'espère vraiment que les conséquences seront que je serai peut-être invité sur de prochaines grandes compétitions. J'espère avoir tapé dans l'œil peut-être de certains organisateurs. Et puis voilà, pour l'instant, on ne peut qu'attendre. Donc voilà. On a parlé des objectifs comme les Jeux Olympiques. Il y a aussi des objectifs au niveau du chrono qui sont intéressants. Pour l'instant, tu tournes justement autour des 20, 70, 69. Je crois que c'est ta meilleure... 73. Ouais. Quel est l'objectif au niveau du chrono, peut-être pour l'année prochaine déjà? Alors l'année prochaine, je pense qu'il va falloir que, si je veux viser les Jeux Olympiques, il va falloir que je sois stable autour des 20, 40, 20, 50 en compétition. Donc, il va falloir que je continue de progresser là-dessus. Et puis, je pense que c'est totalement accessible si je continue à bien m'entraîner et que je reste loin des blessures. Merci beaucoup, Félix Svensson. On espère te revoir tout bientôt avec justement le maillot suisse désormais. Oui, on espère. Merci bien. Un nouveau club de handball est né dans la région. Il s'agit du Nyon Handball La Côte, un club créé suite aux différents désaccords au sein du Handball Club de Nyon pendant l'été. Laurent Serron et Christophe Fourcault, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Joël, merci de nous inviter. Vous êtes respectivement président et entraîneur de ce jeune club. Et si vous l'avez créé, c'est parce que vous ne partagez pas les mêmes idées que le HBC Nyon, que le nouveau comité du HBC Nyon. Pourquoi avoir créé ce nouveau club, Laurent? Créer un nouveau club, c'est énormément d'énergie. Alors c'est vrai que c'est énormément d'énergie de créer un nouveau club. Je pourrais vous en parler encore plus en détail. Les raisons, elles sont assez simples. Il y a eu une scission lors de l'AG du 18 juin dernier. Et puis, on a décidé, pour aussi, sous forme d'apaisement, que finalement de quitter le club et puis de créer ce nouveau club, poussé par les enfants aussi, qui souhaitaient jouer dans un nouveau club. Donc là, on est tout un groupe de parents à avoir constitué ce nouveau club, le Nyon Handball La Côte, et pouvoir partager des valeurs communes. Le vote lors de cette assemblée a été très serré, 55 voix contre 51. Donc il y a eu véritablement deux camps. Vous n'auriez pas pu continuer, tu n'aurais pas pu continuer au sein du HBC Nyon, Christophe? Non, absolument pas. Pour différents problèmes que je n'ai pas envie d'aborder ici, mais je pense que j'étais à la fin d'un cycle avec ces personnes-là et je ne m'y retrouvais pas sur les contenus et sur les projets, enfin sur leurs projets. Voilà. En quoi la philosophie de ce NHB change? Parce que maintenant, c'est un nouveau club, c'est une nouvelle direction qui est justement contraire ou opposée à celle du HBC Nyon. C'est une autre vision de voir le handball. Alors, on a surtout fait notre vision. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire en opposition, on cherche à construire notre vision par rapport à nos valeurs et ce qu'on cherche à avoir. Encore une fois, je le répète, on est tout un groupe de parents à suivre des enfants qui souhaitaient quitter le club et qui souhaitaient toujours jouer ensemble, entre copains, entre copines. Et donc, on a constitué ce club pour eux. Et puis, il est aussi à leur service et ils participent grandement à la construction du club. Il faut savoir, par exemple, ce logo, c'est les enfants qui l'ont construit. Le site internet, il est construit aussi par les enfants. Alors, je dis les enfants, mais il y a des adolescents, il y a des grands adolescents dedans. Et ils participent grandement à la construction de ce club. Ça, c'est la philosophie qu'on veut avoir pour avoir un cadre vraiment bienveillant autour de ces enfants.
Un club donc familial, mais où se retrouvent certains éléments du HBC Nyon. Christophe, tu peux nous en parler? Quels sont les joueurs qui finalement ont quitté le HBC Nyon et joueuses pour venir dans le nouveau club, le NHB? Bah, ce qui est surprenant, je pensais qu'il allait y avoir que mes équipes qui allaient me suivre, c'est-à-dire l'équipe première, mais bon, l'équipe première n'a pas suivi puisqu'on n'a pas d'offres sportives intéressantes à leur proposer, donc ils sont un petit peu dispatchés dans toute la région. Les moins de 19 sont venus en masse. On va dire qu'il y a 95% des moins de 19 qui nous ont suivis. Et la grande satisfaction, c'est qu'on a eu d'autres équipes, notamment les moins de 14 ans filles et les moins de 16 filles qui nous ont suivis, puisqu'on était 18 à l'entraînement lundi. Donc ça, c'est vraiment une marque de soutien pour notre nouvelle structure vraiment intéressante. Après, nous, là où on veut vraiment frapper fort, c'est sur l'offre de pratique du samedi matin. On est un des seuls clubs de la région à proposer une activité collective le samedi matin. Et j'appelle tout le monde déjà à venir de 10h à midi au COSI, donc les 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12 ans, s'initier au mini-handball. On vous entend, hein, c'est un club jeune par son âge et puis par les juniors qu'il a. C'est un club formateur, c'est ça le NHB. C'est vraiment pas basé sur les actifs, mais vraiment sur la formation. Oui, alors basé sur la formation, basé sur le relationnel, on fait en sorte que les enfants se sentent bien, ils soient bien encadrés pour qu'ils soient heureux dans ce cadre-là. Et ça, c'est vraiment la priorité. Nous, en tant que parents, c'est vraiment ce à quoi on veille. L'aspect technique et sportif, on l'a confié à Christophe, parce que Christophe est un entraîneur reconnu, et donc il saura les développer, et donc ça répond aussi à votre question. Sur cette formation, c'est entre les mains de Christophe. Donc c'est un véritable équilibre entre le dépassement de soi, qu'on cherche à avoir dans le sport, mais aussi un cadre bienveillant pour eux. Combien de membres a le club actuellement? Alors on est près de 50 de membres et là on vient d'avoir des créneaux dans de nouvelles salles puisque en plus du COSI de Maran, on a maintenant Copé dans lequel on pourra s'entraîner. Donc là les recrutements vont affluer, les parents savent maintenant qu'il y a des créneaux disponibles et les horaires disponibles, donc ils vont pouvoir inscrire leurs enfants au fur et à mesure. Le nom du club c'est justement NHB La Côte, oui. Tu nous parles de salles à Copé, tu nous parles de salles à Nyon. Est-ce qu'on peut justement voir une envie d'expansion aussi, pas seulement se baser sur Nyon? Oui, l'objectif, c'est pour ça qu'on avait choisi ce nom, c'est de rayonner sur l'ensemble de la côte, parce qu'on estime qu'il y a encore un gros potentiel de développement de handball sur la région. Alors il y a certes d'autres clubs et qui font aussi un travail considérable, mais on pense que le handball est sous-développé dans la région par rapport à d'autres sports collectifs en particulier. Donc d'avoir cette volonté de rayonnement sur l'ensemble de la côte, c'est notre volonté. Et vous voyez qu'en 2 mois, on arrive déjà à avoir des créneaux dans des salles assez intéressantes et assez larges géographiquement. Christophe Laurent disait juste avant que tu étais la bonne personne pour t'occuper des jeunes, mais est-ce que ça ne va pas te manquer de ne plus avoir cette première ligue, cette première équipe, c'est grand, si on peut dire? Ça fait 20 ans que je suis on va dire dans le haut niveau, dans les niveaux intermédiaires, que ce soit en France ou en Suisse, hein, sur des niveaux N1, N2, sur des pôles, des centres de formation. L'idée de création de club, c'est vraiment un challenge qui m'intéresse énormément. Et puis, pour en revenir à ce que disait Laurent, moi aussi, je suis parent de 2 jeunes handballeurs qui ont envie de faire du handball à un niveau intéressant. Et le cadre épanouissant qu'on va leur proposer était primordial pour moi, si on voulait rester dans la région. Et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de très, très, très bien. La suite, sur le court terme, comment est-ce qu'elle se présente au niveau du nombre d'équipes? On sait que la saison, elle débute bientôt, au début septembre, hein, les premiers matchs sont joués. Combien d'équipes est-ce qu'il y aura au NHB? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir qu'avec le règlement de la FSH, il ne nous aurait pas été possible de jouer à partir du mois de septembre, mais de jouer avec assurance à partir du mois de janvier. Là, on a une possibilité, en ce moment on discute avec la FSH pour avoir une possibilité d'engager 1 voire 2 équipes dès le début septembre. Dans les jours qui viennent, on le saura, comment nos équipes pourront jouer ou pas. 1 voire 2 équipes, lesquelles sont-elles? Christophe, tu les entraînes toutes, les équipes de ce club jusqu'à présent, c'est lesquelles? On aimerait avoir une équipe en moins de 19 ans garçons et une équipe en moins de 16 ans filles. On va regrouper des 14 et des 16. Après, pour les 13, on peut les inscrire directement en tournoi. Les 11, les 9, les 7, pareil. Pour en revenir à cet aspect-là, on a quand même, sur ces 2 équipes-là, une trentaine de gamins, enfin, de jeunes joueurs et de jeunes joueuses,
qui aiment le handball, c'est leur passion, c'est pour certains leur raison de vivre, mis à part la famille et l'école. J'aimerais que la bonne foi prenne le dessus sur des problèmes égaux et qu'on n'empêche pas de jouer ces gamins. Voilà, c'est pas l'entraîneur de haut niveau qui parle, c'est le papa de Zoé et Antonin. Il serait intéressant qu'on puisse raison garder et puis accepter de faire jouer tout ce petit monde. Voilà. Il faut que le handball soit... Il faut que le handball triomphe. Voilà, exactement. Et il triomphe avec le NHB et notamment le samedi matin pour finir. Samedi prochain, c'est un peu la journée du NHB, c'est la journée où tout le monde peut venir essayer, hein, Laurent. Alors c'est ça, on a voulu sur cette journée-là ouvrir nos portes pour faire découvrir le handball à ceux qui ne l'avaient pas pratiqué encore. Donc c'est une journée découverte, on l'a appelé comme ça. Et le matin, en particulier de 10h à 13h, ça sera ouvert sous forme d'atelier pour tous les enfants de 7 à 12 ans qui souhaitent venir découvrir le hand ou recommencer à jouer au hand s'ils sont arrêtés à un moment donné et s'essayer. Et l'après-midi, il y aura des matchs avec les juniors plus âgés et les équipes que Christophe a mentionnées. Donc porte ouverte et découverte samedi matin. Ce sera les premiers matchs du NHB, Christophe? Premier match du NHB, on a choisi des équipes de haut niveau de la région. Donc les 14-16 filles vont jouer contre Team Vaud et les 19 vont jouer aussi contre Team Vaud. Donc c'est ce qui se fait de mieux sur la Romandie. Voilà, la date est prise. Merci beaucoup, messieurs. Samedi 29, la journée d'inauguration, si on peut dire, du NHB. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Joël. Et en sport, aujourd'hui, on va parler VTT, puisque la course de la Barriette se déroule ce dimanche 30 août. Et on accueille sur notre plateau Barbara Liardet. Salut Barbara, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tu vis à Saint-Oyens, tu fais partie du Vélo Club de Nyon, et tu as participé au championnat du monde de VTT à plusieurs reprises dans la catégorie marathon. Et ce week-end, c'est la Barriette, c'est un petit peu ta course, puisque c'est près de chez toi. Absolument, c'est chez moi et j'essaie chaque année de participer. Malheureusement, cette année, c'est un peu plus court, mais tant pis, c'est pas grave. Ouais, tu aimes les longues distances. Cette année, il y aura une course pour tout le monde, 15 km, avec 1000 mètres de dénivelé positif. C'est ce qui fait le charme de cette course un peu atypique, c'est que de la montée. Absolument, c'est ce qui me convient bien et je pense que les 1000 mètres, ça compense un peu la courte durée. Le rappel, c'est que la course est depuis Chaiseray, on monte jusqu'à l'antenne de la Barriette. Comment est-ce qu'il faut se préparer à une course comme ça? Bon, évidemment, il faut s'entraîner. Bon, pour les amateurs, oui, faire régulièrement des sorties, pas forcément trop longues, mais régulièrement faire des sorties avec des montées, évidemment. On peut aussi reconnaître le parcours, ça c'est certainement une bonne idée. Bon, les autres, les élites savent comment se préparer. On fait des intervalles, des choses comme ça. Ouais, exactement. Il y a tout le monde qui peut participer à cette course. Les élites, comme toi, ou encore les amateurs, comme moi. On participera les deux à la course. Un petit mot sur le parcours. C'est du plat au début, beaucoup de montées ensuite. Il ne faut pas partir trop vite? Bon, ça va forcément partir vite. C'est une course et je pense que tout le monde va se laisser entraîner au départ, c'est normal. Après, il faut trouver son rythme, oui, sa place et tout. C'est surtout les 3-4 premiers kilomètres qui sont plats, mais ça permet aussi de trouver justement son rythme et ça... Aujourd'hui, dimanche, il y aura 150 participants. Le nombre a été limité, mais Olivier Pochelon, qui s'occupe de l'organisation de la course, me disait qu'il y aura quelques noms puisque les courses ne peuvent pas toutes avoir lieu. La concurrence s'annonce particulièrement rude cette année. Elle est comme chaque année, je dirais, en tout cas chez les femmes. Je n'ai pas trop regardé les hommes, mais chez les femmes, c'est une concurrence tout à fait habituelle. Mais il y a de la concurrence. Le VTT, c'est un sport aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est assez impressionnant quand on regarde le monde du VTT. Il y a autant de compétitions des deux côtés. Il y a sérieusement plus d'hommes. Alors, oui. Alors, on ne peut pas comparer. Par exemple, bon, je parle maintenant pour le marathon. Il y a peut-être 1000 hommes et puis 30, 40, 50 femmes. Mais ça, c'est le marathon. C'est pour les gens qui aiment se faire mal, qui aiment courir de longue distance. Qu'est-ce qui te plaît justement dans le marathon? Justement parce qu'on se fait moins mal que sur les courtes distances. Les courtes distances sont
très, très violente parce qu'on va à fond pendant 1 heure, 1 heure et demie, tandis que le marathon, ça dure plus longtemps, certes, mais on va moins à fond. C'est peut-être quand on fait une attaque, oui, mais sinon, on se fait moins mal. La course de dimanche, comment est-ce que tu la considères? Alors, est-ce que c'est un marathon, puisque ça monte beaucoup, ou est-ce que c'est vraiment une course courte distance, puisque ce sont 15 km? Oui, c'est une course courte distance, oui. Et puis, combien de temps est-ce que tu estimes que les meilleurs et les meilleures feront? Je ne sais pas. Alors, peut-être les hommes vont certainement faire en dessous d'1 heure. Les femmes, évidemment, un peu plus. Tu as un objectif personnel? Faire le meilleur résultat possible. On parlait avant l'émission à 1h15, quelque chose comme ça pour toi. Pour moi, qui fait rarement du vélo, qui court un petit peu et qui va faire ma première course, quel est mon objectif? Alors, je ne connais pas ton niveau, mais peut-être 1h30. 1h30, tu penses que Entre 1h15 et 1h30, 1h30, je ne sais pas. Il faudrait connaître ton niveau, je ne sais pas. On va voir. J'ai en tout cas noté que tu me fixais l'objectif de faire 1h30. Ça va monter beaucoup, cette course. Ce sont 12 km de montée. Qu'est-ce qu'il faut se dire dans la tête quand ça fait mal, puisque ça fait mal, 12 km de montée? Il faut se dire qu'en tout cas, il faut arriver en haut parce que la vue est splendide. J'espère que ce sera le cas dimanche aussi. Et c'est quand même une certaine fierté aussi d'arriver en haut. Alors, il faut en tout cas tenir le coup, oui. On parle de VTT, des routes en forêt, pas forcément tout le temps plates. C'est ça la différence avec le cyclisme sur route. Pourquoi n'avoir pas choisi justement de faire du cyclisme sur route? Alors, j'ai fait quelques compétitions sur route, mais j'apprécie beaucoup moins. C'est complètement différent. Le VTT est peut-être un peu plus... entre guillemets solitaire, on doit plus compter sur soi-même. En route, on a généralement une équipe, il y a le peloton, et c'est vraiment, j'aime pas du tout rouler en peloton. Il y a moins ce phénomène également d'aspiration, peut-être en VTT. On est moins toujours dans la roue de... Oui, beaucoup moins. Ça arrive, mais beaucoup moins. Il faut être entraîné dans les jambes, dans la tête, mais aussi peut-être dans les bras. Ça bouge, la barriette, c'est aussi costaud dans les bras? Bon, vu que c'est la montée, oui, on tient quand même bien le guidon et on tire sur le guidon en montant évidemment. Et puis, il y a la dernière partie, elle est très raide, il y a des cailloux, ça risque de glisser, surtout s'il pleut avant. Donc oui, la technique est quand même pas importante. Il faut savoir que, par exemple, il ne faut pas se mettre en danseuse quand c'est raide et quand ça glisse, parce que là, on met pied à terre. Alors, je noterai ça parce que ça risque de glisser dimanche. Un tout dernier conseil que tu pourrais me donner quand je suis sur la ligne de départ, juste avant de commencer. Peut-être pas partir trop vite, comme on dit pour les courses à pied, on dit toujours ça. Oui, on dit toujours ça, mais ça ne va pas marcher. Je ne pense pas que ça va marcher. Comme j'ai dit avant, tu vas partir trop vite, mais après, il faut que tu trouves ton rythme à toi et tu ne te laisses pas emporter par peut-être ceux qui sont devant. Exactement, oui. Il faut trouver ton rythme et puis monter. En tout cas, toi, tu trouveras certainement ton rythme qui sera plus rapide que le mien pour faire peut-être un podium. C'est ton objectif? Évidemment, mais on verra bien. On verra bien. Merci beaucoup. Très bonne course, Barbara. Merci beaucoup. Et on se réjouit de se voir dimanche. Absolument, merci. Voilà, c'est tout pour le sport de la semaine. Bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport.